Sur la chaîne, nous avons abordé jusqu'à présent plusieurs affaires de meurtre avec des mobiles divers et variés. L'argent, la vengeance, les conflits familiaux ou même des crimes gratuits, où le seul tort de la victime est d'avoir été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire fascinante et effrayante à la fois, tant elle est l'exemple parfait des pires facettes de la personnalité d'un psychopathe. L'affaire Laura Black et Richard Farley est un des récits les plus déconcertants de l'histoire criminelle moderne qui a captivé l'attention du public et des médias pendant des années. La relation entre Laura et Richard, qui a commencé à la base comme une simple relation de travail, s'est rapidement transformée en une histoire d'obsession maladive et de harcèlement. La vie tranquille de la jeune Laura bascule du jour au lendemain dans la terreur et la paranoïa face à ce stalker sournois et diabolique qui ne recule absolument devant rien pour la conquérir. Il ira jusqu'à accomplir le comble de l'horreur lors d'une tuerie de masse le 16 février 1988. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête et découvrir à quoi ressemble l'un des pires stalkers de l'histoire criminelle. Richard Wade Farley, surnommé Rich, est né le 25 juillet 1948 dans l'État du Texas. Il grandit au sein d'une famille de 6 enfants dont il est l'aîné. La famille voyage et déménage beaucoup puisque le père travaille comme mécanicien au sein de l'armée de l'air. Puis ils finissent par s'installer définitivement à Petaluma, au nord de San Francisco, sous le soleil californien. À l'école, sa relation avec ses camarades est compliquée, il est souvent seul, n'a pas d'amis et est souvent traité de mauviette. En 1967, à l'âge de 19 ans, Richard devient soldat dans la marine américaine. Avec les années, il acquiert de précieuses compétences en informatique et il s'avère être très doué pour le tir. Il reçoit des distinctions honorifiques qui ont pour conséquence de lui faire prendre la grosse tête. Il devient avec le temps prétentieux, méprisant et très auto-centré. Il reste dans la marine plusieurs années puis quitte ses fonctions en 1977 avant de se reconvertir en technicien logiciel et de se faire embaucher par la firme ESL Incorporated, ESL pour Electromagnetic System Labs. Il s'agit d'une entreprise de haute technologie dans le domaine de la défense et de la sécurité basée à Sunnyvale en Californie, faisant partie intégrante de la très connue Silicon Valley. L'homme n'est pas proche de sa famille, il n'est pas marié, n'a pas d'enfant, c'est un monsieur tout le monde, assez discret, qui n'a jamais eu de démêlés avec la justice. Du moins, pour l'instant. C'est au printemps 1984, au cours d'une réunion de travail, que Richard Farley, 36 ans à l'époque, est présenté pour la toute première fois à Laura Black, une employée de la boîte qui y travaille depuis un peu moins d'1 an. C'est bel et bien cette fameuse rencontre qui va changer le cours de l'histoire. Laura est une magnifique brune, mignonne, toute pétillante. La jeune femme de 22 ans, ingénieure électricienne, est avenante et sociable. À peine quelques mots échangés avec Richard que ce dernier sait qu'elle lui plaît et qu'il est prêt à toutes les folies pour l'avoir à ses côtés. Il a un vrai coup de foudre pour la jeune femme, il n'arrive pas à se la sortir de la tête, il se met à penser à elle jour et nuit. Fermement décidé à conquérir sa co-employée, il commence à lui laisser des petites attentions sur son bureau. Des cadeaux, des viennoiseries et des lettres, je dirais même des centaines de lettres puisqu'elle en recevra au total plus de 200. Richard fait des avances à Laura et lui demande à plusieurs reprises de se mettre en couple avec lui. Mais dès le début, Laura est claire, il n'y a aucune ambiguïté dans ses propos. Elle ne souhaite pas démarrer une quelconque relation avec Richard. D'ailleurs, elle refuse poliment et gentiment les nombreux cadeaux qu'il lui offre. Une personne plus ou moins équilibrée aurait certainement compris. La femme n'est pas intéressée, il faut respecter son choix, passer à autre chose et basta. Mais si ça s'était passé de cette façon, je n'aurais pas été là à vous raconter cette histoire.
Donc non, loin de là, Richard ne jette pas l'éponge. Il est persuadé qu'en faisant un peu de forcing, Laura va changer d'avis. Il insiste de plus en plus, commence à passer de nombreux appels au bureau de la jeune femme. Quand je dis nombreux, en fait, ce sont carrément des appels incessants. Ça se produit plusieurs fois par jour sur de longues périodes. La manœuvre, bien évidemment, ne marche pas et ça commence à agacer Laura. Elle a peut-être trouvé ça touchant au début avec les petits cadeaux, etc. Mais là, cet homme dépasse les limites. Il impacte sa vie professionnelle, il dérange tout le monde au bureau, lui fout la honte face à ses collègues et surtout, il commence vraiment à lui faire peur. Et comme ça ne marche pas, l'homme tente autre chose. S'il n'arrive pas à interagir avec Laura en milieu professionnel, eh bien il va tout simplement essayer de s'immiscer dans sa vie personnelle. Pour cela, il se met à assister à ses cours d'aérobic et à ses matchs de softball. Et comme ça ne lui suffit toujours pas, il a un besoin insatiable de tout savoir sur elle, il arrive à dénicher auprès de ses collègues l'adresse du domicile de Laura et obtient son numéro de téléphone. Il parvient aussi à accéder à ses dossiers confidentiels au sein de l'entreprise parce que, comme je vous l'ai dit, il veut absolument tout savoir sur sa vie dans les moindres détails. Richard, disons-le clairement, sans détour, a une obsession maladive pour Laura qui se sent de plus en plus menacée par la situation. Les lettres envoyées par Richard, inoffensives au départ, deviennent de plus en plus menaçantes et virulentes à mesure qu'elle refuse à chaque fois de lui adresser la parole. Dans certains de ses écrits, il se met même à parler d'armes à feu qu'il pourrait utiliser s'il est poussé à bout. Où qu'elle aille, Laura est épiée. Son stalker sait où elle habite, n'hésite pas à l'espionner. Il a même pour habitude de passer de temps en temps chez elle le soir pour se sentir toujours près d'elle. Il se met à l'appeler aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Laura se retrouve contrainte de déménager plusieurs fois pour échapper à son harceleur, mais malheureusement c'est à chaque fois un échec. Richard se remet à la suivre quand elle rentre chez elle après une journée de travail jusqu'à découvrir sa nouvelle adresse. Alors elle redéménage et rebelote, l'homme retrouve sa trace, etc. Au total, elle déménagera 3 fois pour essayer de le fuir et ça ne marchera pas. Laura n'en peut plus de cette situation. Elle évite de le croiser au maximum, que ce soit au travail ou dans la rue, mais il est évident que depuis sa rencontre avec Richard Farley, son quotidien est devenu un enfer. Imaginez même qu'à un moment, il apprend que Laura part en congé pour rendre visite à ses parents pour le mois de décembre. Et vous savez ce qu'il va faire ? Il va aller chercher l'adresse de ses parents, qui habitent quand même dans un autre état, en Virginie, à plus de 4260 km. Et durant le séjour de Laura là-bas, en Virginie, il va lui envoyer des lettres directement à l'adresse de ses parents. Et c'est flippant, parce que la jeune femme ne se sent vraiment en sécurité nulle part, même pas à des milliers de kilomètres de lui. Rien ne semble arrêter Richard. Il se met même en couple avec une autre femme, mais malgré tout, il essaie par 2 fois d'emménager dans le même immeuble de Laura. Heureusement pour elle, il n'y parvient finalement pas. Il faut savoir qu'au début, Laura a tout fait pour apaiser les choses. Elle est cordiale, elle explique gentiment mais fermement à Richard qu'elle ne veut pas être avec lui. Mais Richard insiste tellement, lui pose la question à chaque fois qu'elle a le malheur de le croiser, que Laura se met à refuser plus fermement, et Richard de son côté est triste et touché de ses refus incessants. Petit à petit, sa tristesse se transforme en frustration, qui évolue par la suite en une colère, qui, comme vous allez le voir après, va finir par être explosive. Quand il recroise Laura, il est de plus en plus pressant, il montre qu'il n'a plus de patience, puis il va finir par se laisser déborder par sa colère qu'il n'arrive plus à gérer et va commencer à l'invectiver et à l'insulter publiquement. Et là, c'est un point de non-retour. En 1985, c'en est trop pour Laura, elle en a marre du comportement de Richard, alors elle se plaint auprès du service des ressources humaines de l'entreprise ESL qui impose au harceleur un suivi avec un psychologue s'il ne veut pas être viré. Voilà, Richard a un ultimatum. Donc il accepte, il se fait suivre par un spécialiste, mais cela ne change absolument rien à son comportement plus que déplacé envers sa collègue. Parce que durant la même période où il est censé être pris en charge psychologiquement, il fait quelque chose de vraiment flippant. Je vous explique. Un jour où Laura laisse malencontreusement traîner les clés de chez elle sur son bureau, Richard, qui est à l'affût de la moindre faille, se saisit des clés, s'empresse d'en faire un double. Et plutôt que d'utiliser ces clés pour s'introduire au domicile de Laura,
Il va placer le double des clés dans une petite boîte avec un petit mot sur la voiture de Laura pour lui montrer en fait qu'il peut venir chez elle à tout moment, qu'elle n'est jamais en sécurité. C'est vraiment, on peut le dire, de la torture psychologique. Il commence à prendre plaisir à lui faire peur. En 1986, la situation s'empire et Richard pète un peu plus les plombs. Il menace Laura en présence de témoins de la tuer si elle n'accepte pas enfin ses avances. Pire encore, il se met en prime à menacer d'autres collègues en parlant encore une fois de ses nombreuses armes qu'il collectionne chez lui. Il dit même ouvertement, je cite, qu'il pourrait emmener des gens avec lui s'il était provoqué. Cette fois, son comportement incontrôlable est pris au sérieux par la direction, 4 ans déjà qu'il harcèle sa collègue et qu'il s'enfonce dans une érotomanie qui le submerge et le consume. Il dépasse les bornes et son employeur finit par le licencier au mois de mai de la même année afin d'assurer la sécurité de Laura et des autres employés. J'ai une question pour vous. Vous avez cerné la personnalité obsessionnelle de Richard, alors pensez-vous vraiment qu'un simple licenciement va le stopper dans sa folie? Bien sûr que non. D'ailleurs, juste avant d'être viré, Richard, il met en garde la jeune femme dans une lettre où il tient des propos déconcertants. Il écrit « Une fois que je serai licencié, vous ne pourrez plus jamais me contrôler. Très bientôt, je vais craquer sous la pression et me déchaîner et détruire tout ce qui se trouve sur mon chemin. » Une phrase prémonitoire au vu du carnage qu'il va orchestrer par la suite, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Suite à son licenciement, Richard se retrouve embourbé dans des soucis financiers. Il est ruiné et doit beaucoup d'argent aux impôts, entre 20 et 30 000 $. Vous devez vous dire qu'à cause de tous ces problèmes, il va peut-être enfin oublier la pauvre Laura et se concentrer sur l'essentiel, sortir de la mauvaise passe dans laquelle il est. Eh bien, pas du tout. Il s'en fiche de ses soucis d'argent et continue avec ses innombrables lettres et appels téléphoniques à la jeune femme. Des employés le verront parfois rôder encore sur le parking de l'ESL. La même année, il parvient à se faire embaucher par le concurrent direct de l'ESL, Covalent System Corporation, basé aussi à Sunnyvale. Il se met en couple avec une femme nommée Mei Chong, avec qui il déménage dans un bungalow à San José, et ça ne le calme pas du tout puisque Laura est toujours dans ses pensées. En 1987, voilà ce qu'il écrit dans une des lettres. « Tu m'as coûté un emploi, 40 000 $ d'impôts sur mes capitaux propres, que je ne peux pas payer, et une forclusion. Pourtant je t'aime toujours. Pourquoi veux-tu savoir jusqu'où je vais aller ? Je commence à en avoir marre d'être gentil. » On ne doit pas avoir la même notion de ce qu'est être gentil, mais bon, vous allez voir que ce qui va suivre va être vraiment catastrophique. Le 2 février 1988, Laura en a par-dessus la tête de ce Richard. Elle est épuisée psychologiquement, physiquement de cette situation qui la dépasse complètement. Elle est déterminée à agir pour mettre fin à cette situation chaotique. Elle fait donc une demande auprès du tribunal pour obtenir une ordonnance temporaire d'éloignement à l'encontre du stalker. Richard est désormais interdit de la contacter et de l'approcher à moins de 300 km. Il reçoit la décision du tribunal le 8 février 1988. Par ailleurs, le 17 février 1988 se tiendra une audience concernant cette injonction d'éloignement pour la rendre permanente, donc le tribunal envoie une notification par courrier à Richard. À la réception du document, il comprend enfin que depuis le début, il s'est fait des films. Laura était bien sérieuse depuis le début quand elle disait qu'elle ne voulait pas de lui dans sa vie. Nous, on l'a compris depuis le début. Mais pour lui, apparemment, ça a pris 4 ans pour que l'information lui monte bien au cerveau. Ok, après tout ce temps, il a intégré le refus de Laura, mais il ne compte pas en rester là. Maintenant, ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est obtenir vengeance, car son amour obsessionnel s'est transformé en quelque chose de bien plus destructeur, une haine sans limite contre Laura, contre les institutions et contre l'ancienne entreprise où il travaillait. Il compte bien montrer au monde entier de quoi il est capable. Rappelez-vous, Richard était un ancien soldat de la marine, il a une sacrée collection d'armes chez lui, des armes qu'il sait parfaitement manier. Malgré tout, le 9 février 1988, il entreprend d'acheter au magasin Bighorn Sporting Goods d'autres équipements, dont des munitions pour les multiples armes qu'il possède déjà et un fusil de chasse semi-automatique calibre 12. La veille de la date de sa convocation au tribunal, le 16 février 1988, dans l'après-midi, vers 15 h, c'est là que les choses dramatiques commencent.
Richard, 39 ans, se rend en camping-car sur le parking de l'ESL. Il est équipé de 2 fusils, dont le semi-automatique qu'il a acheté, 2 armes de poing, des munitions et un bidon d'essence. Vêtu d'un gilet pare-balles, de gants en cuir et de bouchons d'oreilles, il est décidé à faire une véritable boucherie. Il parvient d'abord à désactiver à coups de tir de fusil la porte de sécurité du bâtiment. Ensuite, sur son trajet du parking jusqu'au bureau de Laura, il va tirer froidement sur quiconque a le malheur de croiser son chemin. Un homme qui quitte le bâtiment, un employé dans la cage d'escalier, un derrière son bureau, une femme dans un couloir, bref, personne n'y échappe. Il détruit aussi tout le matériel informatique. À 15h15, Richard appelle le 911. Non pas pour appeler les secours, vous vous en doutez bien, mais pour expliquer aux répartiteurs les raisons de ce massacre. Il déclare « C'est moi qui ai tué toutes ces personnes ». Puis, il dit qu'il appelle car il veut qu'il y ait un enregistrement, une trace de ses propos, et il explique aussi que c'est à cause de Laura Black et son avocat qu'il fait tout ça. Dans les bureaux, c'est la pagaille. Les employés entendent des coups de feu au loin et tentent de se cacher là où ils peuvent. Laura, de son côté, verrouille la porte de son bureau et se confine à l'intérieur. Richard se dirige directement vers elle. Il tire plusieurs fois sur la porte qui vole en éclats, puis il vise Laura. Au premier tir, il rate sa cible. Alors il recommence et cette fois, il l'atteint. La jeune femme est toujours vivante, mais sa blessure à l'épaule gauche est grave. Un de ses poumons est touché et elle souffre énormément. Malgré la douleur intense et probablement sous le coup de l'adrénaline, elle parvient à fuir vers un autre bureau, puis une fois la voie libre, elle court de toutes ses forces, se réfugier dans le parking où par chance une ambulance et une équipe du SWAT sont déjà présents sur les lieux de la fusillade. Richard poursuit le massacre, il se terre ensuite au 2e étage dans une salle informatique et ensuite il s'amuse à se déplacer d'une pièce à l'autre pour éviter d'être visé par les tireurs d'élite qui sont à l'extérieur. Un peu après 16h30, et suite à de longs moments de négociation avec Richard, ce dernier autorise les agents à s'introduire dans une partie du bâtiment afin de secourir les blessés. Puis, l'homme finit par se rendre 6 heures après le début de la tuerie, après avoir négocié un sandwich à la dinde et un Pepsi Light. Encore une affaire où le tueur a une faim de loup après avoir tiré 98 fois et massacré 11 pauvres innocents. Au total, ce jour-là, Richard Wade Farley a tué 7 personnes et en a blessé 4, dont Laura Black. Les victimes encore vivantes sont rapidement transférées au Stanford University Medical Center. Le tueur de masse, quant à lui, est appréhendé par le SWAT. Interrogé, il ne montrera aucun signe de remords face à ces crimes ignobles. Nul doute que Richard va devoir répondre de ses actes devant un tribunal et si Laura survit à ses blessures, son témoignage sera d'une importance capitale. Mais survivra-t-elle ? Après 19 jours d'hospitalisation, elle est enfin tirée d'affaire mais gardera malheureusement des séquelles à vie. En attendant son procès, Richard est incarcéré à la prison de Santa Clara. Et une fois là-bas, que fait-il à votre avis ? Eh bien, pour ne pas changer de ses habitudes, il écrit une dernière lettre à Laura pour lui dire que c'est finalement elle qui a gagné. Oui, cinglé jusqu'au bout, c'est pas une blague. La fusillade à l'ESL a laissé des stigmates dans la population californienne qui a vu partout dans les médias des images de l'intervention des forces spéciales pour appréhender Richard et la terreur vécue par ceux qui tentaient de fuir pour sauver leur peau. Ce sont des images qui choquent et qui marquent. Tout le monde attend donc le procès pour enfin mettre un point final à cet événement tragique où de nombreux innocents ont perdu la vie. Le procès se tient en 1991. Richard Farley est accusé de 7 meurtres au premier degré à l'encontre de Joseph Silva, Wayne Williams, Glenda Moritz, Ronald Rees, Helen Lamparter, Ronald Donnet et Lawrence Kane. De 4 tentatives de meurtre et d'agression avec une arme mortelle contre Laura Black, Greg Scott, Richard Townsley et Kathy Marcotte. Il est aussi, de façon plus anecdotique, on va dire, accusé de cambriolage au 2e degré et de vandalisme, et pour tout ça, il encourt la peine de mort.
Habituellement, les accusés évitent de témoigner à la barre sur les conseils de leurs avocats pour éviter de s'enfoncer. Mais lors de ce procès, Richard décide de s'exprimer, sachant certainement que dans tous les cas, foutu pour foutu, autant dire ce qu'il a sur le cœur. Il explique la passion qu'il ressentait pour Laura et dit au cours du procès « Plus elle essaie de me repousser, plus j'essaie de ne pas la faire me repousser ». Il raconte aussi comment il s'est senti désemparé et démuni quand elle a fini par lui dire qu'elle ne sortirait jamais avec lui, je cite, « même s'il était le dernier homme sur Terre ». Il ajoute que la fusillade n'était pas préméditée. Permettez-moi d'en douter, le type fait du shopping chez l'armurier quelques jours avant, il dépense plus de 2000 $, le jour J il s'habille comme un militaire qui s'apprête à aller sur le front, et il ose nous dire que c'était pas prévu. Bien sûr qu'on va le croire. Sa version à lui, c'est qu'il prévoyait de s'introduire dans les locaux de l'ESL et de sauter la vie devant Laura. Bon, pareil, permettez-moi d'en douter, il est quand même rentré dans le bâtiment en portant un gilet pare-balles, il s'est déplacé d'une pièce à l'autre pour éviter les tirs des tireurs d'élite, ça donne pas vraiment l'impression de quelqu'un qui veut en finir. Laura, quant à elle, fortement affaiblie depuis le drame, elle témoigne du calvaire vécu ces dernières années à cause de Richard. Et le jury ne peut que ressentir de la compassion pour cette femme qui a vécu un cauchemar éveillé pendant plusieurs années. Le 21 octobre 1991, le jury déclare Richard Wade Farley coupable de tous les chefs d'inculpation. L'avocat de l'accusé, un certain Grégory Parascou, plaide en faveur de son client en demandant de lui épargner la peine capitale. Cette demande ne sera pas entendue par le jury qui, après des délibérations expresses, le condamne le 1er novembre 1991 à la peine de mort. Le 17 janvier 1992, le juge de la Cour suprême de Californie, Joseph Biafort, décide que l'exécution se fera dans une chambre à gaz. L'État de Californie autorise beaucoup de demandes d'appel pour les condamnés à mort. Et donc, le 2 juillet 2009, Richard fait appel, mais sa demande est rejetée, sa peine est de nouveau confirmée par la Cour suprême. Sachez qu'actuellement, il est toujours dans le couloir de la mort, plus de 30 ans après le drame, à la prison de Saint-Quentin, en attendant son exécution. Cette histoire, bien que datant de plus de 30 ans, résonne comme étant toujours d'actualité. Même à notre époque, on entend encore des histoires de femmes, mais d'hommes aussi victimes de stalkers. Les victimes se plaignent auprès de la police, font des signalements, tentent de porter plainte, mais elles sont encore malheureusement rarement prises au sérieux. Malgré le caractère tragique de l'affaire Laura Black, on peut tout de même en tirer du positif. Cette histoire vraie a été à l'origine des premières lois anti-harcèlement adoptées en Californie. C'était la première fois qu'un État des États-Unis d'Amérique adopte de telles mesures. Ces lois sont certes encore imparfaites, présentant des failles, mais c'est déjà un bon début. Cette affaire si tragique a aussi trouvé écho dans le monde du cinéma puisqu'une adaptation a vu le jour en 1993 sous la forme d'un téléfilm intitulé I Can Make You Love Me chez les Américains ou Stalking Laura en Angleterre. En français, vous trouverez ce film sous le nom de Harcèlement fatal. Je voudrais remercier Stéphane, l'abonné qui m'a suggéré de traiter cette affaire. Donc Stéphane, si tu passes par là, merci pour l'idée. Et quant à vous, si vous avez apprécié écouter la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Ça montrera à YouTube que vous aimez bien mon contenu et la plateforme proposera donc mes vidéos True Crime à encore plus de personnes. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, tout d'abord merci et dites-moi si vous avez déjà été confronté, vous, dans votre vie de tous les jours à un stalker et si c'est le cas, en avez-vous parlé autour de vous? Et surtout, avez-vous été pris au sérieux? Quoi qu'il en soit, restez toujours sur vos gardes. On se retrouve samedi prochain 17 h pour une nouvelle affaire. À bientôt!